Pour moi, on peut pas contrôler sa consommation d'alcool, pour les personnes qui ont des problèmes d'alcool, j'entends, avec la modération. Ça fonctionne pas. Il faut s'arrêter totalement. Et en fait, l'alcool, c'est du poison, sauf que dans notre culture, c'est accepté. Les personnes qui veulent arrêter, elles ont 60% de plus de chances de rechuter quand elles utilisent la modération. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Les entrepreneurs et les investisseurs sont des cibles plus faciles à la dépendance que le reste de la population. C'est contre-intuitif car on imagine des personnes plus déterminées et donc moins victimes de ces addictions, mais c'est justement leur détermination qui les fait tomber plus lourdement sur ces substances addictives et l'aide dont ils pensent avoir besoin pour performer toujours au même niveau. L'alcool, comme d'autres addictions, peut donc être un saboteur de rêves et de projets pour les entrepreneurs et il est bon de regarder ce problème en face. C'est ce que je te propose de réaliser aujourd'hui avec notre invité du jour, Sylvain Rouget. Sylvain est entrepreneur et investisseur immobilier. Il a notamment développé une activité de studio de jardin dont on parle sur les 10 premières minutes de la conversation d'ailleurs. Donc si c'est un sujet qui te branche, n'hésite pas à te plugger sur les 10 premières minutes de notre conversation. Mais Sylvain accompagne surtout les cadres et entrepreneurs à arrêter la consommation d'alcool. Dans cette conversation, il partage son parcours de récupération de la dépendance à l'alcool en expliquant les étapes de sa prise de conscience, les défis sociaux qu'il a rencontrés, les bénéfices qu'il a tirés de son abstinence. Il aborde également les effets physiques de l'arrêt de l'alcool, l'importance de créer de nouvelles habitudes, de se défaire de la relation complexe entre alcool, célébration et lien social. Un épisode qui s'adresse à toi, qui souffre plus ou moins des effets de la dépendance dans ta performance et dans l'atteinte de tes objectifs. Je me suis moi-même reconnu pas mal dans la conversation. Il n'y a pas ici de jugement, juste une incitation à se questionner, toujours comme pour les épisodes sur la nutrition, la parentalité ou l'hygiène de vie. On est toujours mieux informé par quelqu'un qui connaît plus le domaine que soi et on peut toujours s'améliorer sur beaucoup d'aspects. C'est le but aussi de cet épisode. Avant de démarrer, si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rien rater des prochains épisodes. Et si tu veux toujours plus de ressources à chaque sortie d'épisode, c'est sur ma newsletter hebdo que ça se passe sur investisseur40.com/NL pour t'abonner. Allez, sur ce, on part découvrir les effets insidieux de la consommation d'alcool avec Sylvain. C'est parti. Hello Sylvain, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci de m'accueillir. Merci à toi et très content qu'on puisse aborder un sujet qu'on n'a pas abordé auparavant sur le podcast, qui va être très intéressant et je pense qu'il va prendre certaines personnes un peu peut-être de court dans un premier temps, mais je pense que c'est vraiment important qu'on en parle. Avant toute chose, peut-être est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors tout simplement, je suis Sylvain Rouget, donc j'ai 57 ans, 3 enfants. J'ai eu plusieurs sociétés, j'ai été aussi cadre dans des entreprises et actuellement j'ai une entreprise de studio de jardin qui installe des bureaux et des studios dans les jardins des particuliers. Et j'ai lancé une activité qui est que j'aide les entrepreneurs et les cadres à arrêter leur consommation d'alcool, tout simplement. Ok, ouais, donc c'est ça dont on va parler un peu aujourd'hui. Peut-être dans un premier temps, je me dis que ça peut être intéressant que tu nous parles un petit peu de cette activité qui est très liée aussi à l'immobilier et qui pourrait intéresser les gens aussi notamment. Peut-être toi dans ton parcours IMO dans un premier temps et puis après ce nouveau service et en quoi peut-être ça pourrait éventuellement intéresser des gens qui... Tout à fait, oui. Donc moi j'ai quelques biens en location courte durée, en meublé aussi en location nue. Donc, ça fait quelques années que je fais ça et je me suis intéressé aux studios de jardin, notamment pour la location courte durée, puisque une fois qu'on a le foncier, c'est très facile ensuite de poser un studio dans son jardin ou sur un terrain, d'en poser plusieurs, et donc d'avoir une très bonne rentabilité, puisque les studios vont généralement de 15 mètres à 48 mètres carrés. Donc ça peut être un studio, ça peut être avec une chambre ou avec 2 chambres. Donc, en location courte durée, voire en location meublée à l'année pour des étudiants ou des jeunes travailleurs, ça peut être très rentable. Donc, je me suis intéressé à ce domaine. Et puis, donc, j'ai créé une société et depuis, ça fait 1 an et demi que je vends ces produits, que j'installe ces produits chez les particuliers avec, en effet, 50% de mes clients sont des investisseurs. Et comment ça, typiquement, c'est quoi le type on va dire la typologie, t'en as parlé, mais en fait, c'est
Comment ça s'organise pour un investisseur? Tu as un terrain éventuellement sur lequel tu peux pas bâtir et c'est ça que tu utilises en fait pour mettre parce que t'as pas besoin de demande d'urbanisme, j'imagine, pour ce genre de construction. C'est quoi la demande, elle est tirée par quoi? C'est une bonne question. Tu as besoin d'une demande d'urbanisme, c'est obligatoire, donc que ce soit une déclaration préalable pour les bâtiments de moins de 20 mètres carrés ou au-dessus, un permis de construire. Donc on respecte toujours le PLU. Mais le PLU pour les annexes ou les extensions est beaucoup plus souple que pour les constructions traditionnelles, on va dire. Donc il suffit de le respecter. Donc il y a souvent des tailles limites ou des emplacements limites sur le terrain, mais il faut que le terrain soit constructible ou qu'il ait des droits à construire. Donc soit on a un terrain nu constructible, soit un terrain avec déjà une maison en zone agricole ou en zone naturelle. Et souvent, ils ont des droits à construire. On a le droit de construire dans un rayon de 20 mètres ou avec telle surface, faut pas dépasser 33% de la maison ou moins de 20 mètres ou moins de 35 mètres carrés. Tout ça, c'est très spécifique. Ça dépend du PLU, de la zone où tu es. D'accord. Donc ouais, la thèse d'investissement là-dessus, en tout cas, c'est de dire que c'est quand même plus souple de demander, et pour une annexe, t'as plus facilité de pouvoir construire Oui. ce type d'annexe que un bâtiment, quoi, ou une maison. Exactement, c'est ça. Donc ça donne des possibilités donc de rentabiliser le terrain ou le jardin, tout simplement. Mais par contre, si c'est un terrain non constructible pour une raison ou une autre, impossible Voilà, s'il est non constructible et qu'il n'y a pas de bâtiment dessus, il n'y a pas de maison, à ce moment-là, ça peut pas être une annexe et donc on ne peut rien faire dessus. T'as une idée, parce que j'avais regardé sur ton site, c'était quand même très bien fichu à l'intérieur de ces espaces. Donc j'imagine qu'il y a vraiment tout, pour les réseaux, etc. Il y a quand même, enfin tout est finalement comme une construction classique. C'est quoi en termes de coût les implications pour construire ça? Ouais. Alors pour les réseaux, alors soit il y a déjà une maison pas loin, donc on va se repiquer sur la maison, sur tout à l'égout, la fosse septique de la maison. Au niveau électricité, pareil, et pour l'eau, on se repique sur la maison. Après, si c'est un terrain nu où il n'y a rien du tout, en effet, c'est comme une maison, c'est-à-dire qu'il faut viabiliser le terrain et amener tous les réseaux. Et ça, on s'occupe de tout en fait. Généralement, la personne qui te vend ce type de produit va gérer l'intégralité du chantier. Et pour au niveau de la demande, du coup, pour la personne qui emménage, c'est vraiment comme un studio à part entière. Alors, si c'est une maison, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment d'accès séparé, néanmoins, hein, sur un terrain. Tu vas avoir le Alors, beaucoup de nos clients font des accès séparés aussi sur le terrain, ou alors avec des arbres, avec de l'aménagement paysager, pardon. Ils vont faire des petits pas japonais, ils vont faire une haie pour que les gens puissent arriver directement chez eux sans passer devant leur piscine ou leur maison. Donc l'accès séparé se fait pas mal. Et en effet, les studios sont habitables toute l'année. C'est-à-dire que même s'il y a 1 mètre de neige, on peut y habiter, on est bien dedans. Parce qu'ils sont chauffés, il y a la clim, ils sont isolés comme une maison en fait. Ça fonctionne parce que, enfin, ça fonctionne sur tout type de géographie en France, parce que le prix du foncier, pas forcément, enfin, c'est le prix de construction qui va être le même partout en France. C'est ça. Alors c'est vrai que si tu as un prix de construction à 1 000 € du mètre ou à 3 000 € du mètre, bah, c'est sûr que c'est pas la même chose. Donc on a plus de succès, c'est vrai, dans les zones tendues ou dans les endroits où le coût est plus important en effet. Si tu es dans des départements où il y a peu de constructeurs, ou de construction je veux dire, bah les prix baissent automatiquement, hein. Donc pour un investisseur, c'est toujours à regarder, ça c'est clair que ça rentre dans le calcul de la rentabilité. Et ouais, alors tu dis quand même qu'il y a des zones, en fait, tu parles surtout de la main-d'œuvre parce que le coût du matériau en national, ça doit être plutôt équivalent, j'imagine. C'est plus équivalent. Ouais, sur la main-d'œuvre, ok. Mais c'est la main-d'œuvre et les accès. C'est-à-dire que si tu vas à un endroit où les accès sont plus difficiles, automatiquement, dans un endroit reculé de l'Ardèche, par exemple, il y a moins voilà, pour y aller, pour emmener le terrassier, pour emmener ses engins, etc., il va passer la journée pour y aller. Donc, automatiquement, il va facturer plus cher que s'il était juste à côté, sur un terrain plat. Et ça, c'est toi qui t'en occupes avec ta société de faire les travaux également, quoi. Alors, j'ai des partenaires que je gère. Donc, ce qui fait que mes clients, en fait, ils n'ont rien à faire. Rien à faire. C'est-à-dire que c'est du clé en main. Et en général, les délais, urbanisme compris, on va être autour de 4 mois. Donc, on est environ à 2 mois de construction en usine, pour les produits. Et puis 2 mois d'urbanisme, ou 1 mois, ça dépend de la taille. Mais en général, en 4 ou 5 mois, le projet est bouclé, est installé. Donc c'est appréciable pour le client, quoi.
Ouais, c'est court, c'est très court, c'est effectivement. Là, c'est avec la demande d'urbanisme. Tout compris, ouais. Ok. Ouais, c'est très court et surtout ça évite la charge mentale. C'est-à-dire on n'a pas à se poser de questions. Je fais construire dans mon jardin. Est-ce que les corps de métier vont bien venir comme prévu? Est-ce que ça va pas dépasser en termes de temps? Est-ce qu'ils vont pas abîmer mon jardin pendant des mois? Est-ce que mes animaux domestiques vont pas se sauver? Est-ce que est-ce que mes enfants vont pas courir dans le chantier? Donc il y a plein de charges mentales en fait qu'on supprime. Puisque là on va venir quelques semaines avant la livraison pour faire tout ce qui est réseau, raccordement, etc. Les plots béton, puisque c'est pas sur une dalle, c'est sur des plots béton. On a fait quelques-uns. Et puis le jour venu, on arrive le matin à 9h, on vient, on pose, on raccorde, et avant midi, on est parti. Et voilà. Combien enfin, la société se rémunère sur la prestation? C'est-à-dire ma société. Ouais, c'est sur la com que vous prenez pour le service clé en main, finalement, vous donnez au client, quoi. En fait, souvent, on prend pas de com pour la partie terrassement et transport, puisque ça, c'est pas nous qui gérons. Par contre, en effet, avec mes fournisseurs, moi, j'ai une rémunération vis-à-vis de mes fournisseurs. Donc, en tant qu'apporteur d'affaires, on va dire. Et puis, comme je gère tout le chantier pour eux, automatiquement, j'ai une rémunération. Parce que typiquement, là, sur l'invest clé en main locatif classique, je pense que les sociétés prenaient à peu près 6-7% du total. Ouais, mais là, je travaille pas que pour des investisseurs, en fait. Donc, comme je te disais, 50% de mes clients sont des investisseurs. Donc, je leur vends un produit fini, je leur vends une solution finie. Ouais. Et j'ai beaucoup de clients qui sont investisseurs, mais qui aussi vont l'utiliser de façon mixte. Par exemple, ils vont l'utiliser en LCD. Et puis, quand il y a les parents qui viennent ou les enfants qui viennent à la maison, ils vont réserver pendant 3 semaines pour eux. Et puis, peut-être qu'après, ils vont aussi s'en servir pour faire du télétravail. Ou pour monter un cabinet de thérapeute, par exemple, de coach ou d'ostéo ou de masseur. Donc, les utilisations maintenant sont très variables dans le temps, en fait. Ça se colle à nos modes de vie qui peuvent varier. Des fois, on veut faire de LCD, et puis après, pendant un an, on va loger l'ado avant qu'il parte faire ses études, peut-être, ou trouver un travail. Et puis après, ça redevient de la LCD. Et puis après, c'est pour un parent âgé qu'on va héberger peut-être quelques années. Donc, il faut être agile avec ce type de produit. C'est pas un produit, effectivement, totalement axé investisseur, parce que c'est une sorte une pièce en plus, mais un peu plus premium pour voilà. Une autre nécessité que le stockage, mais vraiment l'habitation. L'habitation, puisqu'il peut y avoir une cuisine, il peut y avoir une salle de bain, elle peut être pour les personnes à mobilité réduite aussi. Donc, et sur un produit investissement, ça tourne à quel niveau de rendement en moyenne sur les... Alors, c'est très variable. C'est très variable. Suivant le foncier, suivant à qui tu vas louer, etc. Mais on est au-dessus des 10%, ça c'est clair. Puisqu'il n'y a pas vraiment foncier, enfin le coût de construction, même avec une manœuvre à 3000 du mètre, si c'est juste la main d'œuvre, ça restera quand même dans les zones tendues à au-dessus de 10%, tu dis. Ah oui, au-dessus de 10%, oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que c'est un logement qui plaît beaucoup parce qu'il est indépendant. Et aujourd'hui, c'est ce que recherchent les clients. Donc en plus, on peut le décorer de façon très sympa. En plus, il y a le jardin. Donc logement indépendant avec un jardin sympa. Les photos, on peut faire des super photos pour les sites, pour Airbnb, Booking, etc. Donc ce qui fait qu'on est au-dessus du lot en termes de demande. J'ai des clients, ils louent, là j'en ai un pas très loin, ils louent plus de 200 nuits par an. Et c'est pas un endroit touristique, hein. Mais seulement, c'est les gens, ça leur plaît. Ça leur plaît. Et puis, il n'y a pas que les touristes, hein. Il y a toutes les personnes qui travaillent, c'est-à-dire des formateurs, des auditeurs, des personnes qui vont dans des entreprises, des commerciaux qui sont sur la route toute la journée, je veux dire toute l'année, et ils en ont marre des hôtels. Ce qu'ils veulent, c'est être tranquille, être seul dans un cocon. Donc ça plaît beaucoup. Ouais, je pense c'est intéressant. J'ai fait un épisode récemment, la semaine prochaine, sur le micro-logement à Paris. Tu sais, typiquement les chambres de bonne, 9 à 14 mètres carrés. Et la personne avec qui j'ai la conversation, elle était convaincue que c'était un nouveau modèle qui allait créer, en fait, au lieu du co-living dont on parle beaucoup, c'est le micro-living qui va... C'est ça. qui va prendre le pas. Ouais, c'est intéressant, c'est une tendance intéressante à suivre, mais je suis persuadé qu'il y a plein de petites niches comme ça
aller chercher dans le paysage foncier français qui peuvent adresser la demande, quoi. Et oui, c'est clair. Ah oui. Super, bah écoute, on va pouvoir peut-être décaler sur la partie qui nous intéressait pour la discussion d'aujourd'hui, qui est tout autre. Et je voulais savoir, bah justement, peut-être dans un premier temps, comment est-ce que toi tu as été, tu as rencontré cette problématique de peut-être de dépendance, de l'addiction dans ton parcours peut-être d'entrepreneur ou d'investisseur. Comment est-ce que tu as pour la première fois rencontré ça et comment tu l'as adopté? Eh bien oui, moi j'ai commencé à j'ai repris une entreprise en 99. J'étais cadre auparavant et salarié et donc le reprendre une entreprise, c'est beaucoup de pression, surtout quand on c'est la première fois et puis, j'avais aussi 2 jeunes enfants à la maison, donc énormément de pression, beaucoup de routes aussi, parce que c'était pas tout à fait à côté et puis au bout d'un moment, j'ai pris l'habitude, malheureusement, de boire un coup le soir, pour décompresser tout simplement. Faire faire un break entre la journée de travail et puis la fin de la journée de travail tout simplement à la maison et puis, ça me paraissait naturel puisque c'est ce qu'on nous dit, hein, dans la culture française, voilà, on boit quelque chose pour se détendre et puis, petit à petit, j'ai vu que je perdais un peu le contrôle au bout de quelques années. Donc c'est là où j'ai tenté d'arrêter cette consommation et je me suis aperçu que c'était pas si simple que ça, en fait. Mon cerveau avait pris l'habitude. Donc, pendant pas mal d'années, j'ai lutté avec des moments où je ne buvais pas pendant des mois ou pendant des semaines, des fois un petit peu dans la semaine, des fois que le week-end. Enfin, les usages variaient, mais j'avais toujours cette épée de Damoclès au-dessus de moi parce que je n'avais pas arrêté totalement. Et puis, je voyais bien que ça me freinait, en fait. Ça m'empêchait d'être efficace, ça me fermait quelques portes dans mon activité puisque j'étais pas à fond, quoi. T'avais quel âge quand t'as commencé justement en J'ai 99? commencé, j'avais 33 ans. Ok. Donc, je buvais pas auparavant. Parce que oui, il y a pas cette côté aussi, tu buvais avec tes potes au début, Non, quand non, t'étais non, ado c'était ou autre, pas. t'étais pas. Ok. Moi, ça m'est pas. C'est pas ce que j'ai vécu. Non, non, il y a beaucoup de personnes qui ont en effet ce type, qui ont commencé comme ça, mais moi, c'est pas comme ça que j'ai commencé. Après, oui, évidemment, après, c'est venu aussi, hein. Quand est-ce que comment est-ce que tu disais que ça te ralentissait? Quand est-ce que tu l'as constaté? J'ai mis du temps à le comprendre, hein. J'ai mis du temps parce que ça fatigue évidemment. Et puis, si tu fais la bringue tout le week-end, t'es beaucoup moins efficace. Déjà, tu perds ton dimanche souvent parce que t'es un peu ensuqué, quoi. Et puis après, le lundi, t'es pas au top, quoi. Parce que t'es fatigué, t'as du mal à te concentrer et t'es pas à 100%. Et puis les problèmes qui sont tout petits, qui peuvent être gérés facilement quand t'as l'esprit clair, quand t'es fatigué comme ça, c'est beaucoup plus dur de les gérer. Ça devient des problèmes, énormes et puis ça s'accumule. T'es- tu donc entre ce moment où t'as fait le constat et le moment où t'as décidé vraiment de changer ça, est-ce qu'il s'est passé du temps quand même où en fait finalement tu vivais avec finalement ce que tu percevais peut-être pas comme un problème à l'époque, hein? Alors en effet, il y a eu 2 phases, pendant longtemps, je l'ai pas perçu comme un problème et puis après, au bout de 7-8 ans quand même, je me suis aperçu que c'était un problème et là, j'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir. Comme je te disais, j'ai fait des pauses, mais ça suffisait pas et puis il y a des moments, quand tu as un coup dur ou que tu as beaucoup de pression, je me replongeais dedans et donc c'était une vraie souffrance et à partir de là, j'ai décidé donc de me documenter, en fait. Parce que je comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi ça marchait pas? Pourquoi je n'arrivais pas? Malgré la volonté que j'avais, puisque j'avais beaucoup de volonté pour arrêter. Pourquoi ça ne marchait pas? Et en me documentant, en apprenant, j'ai compris, en fait, pourquoi ça se passait comme ça et ce qui m'a permis d'arrêter du jour au lendemain. En fait, c'est cette connaissance et cette compréhension qui m'a permis vraiment, du jour au lendemain, de m'arrêter totalement et surtout, de plus avoir envie de boire. Ouais, ça c'est un petit peu le but, l'objectif C'est derrière, ça, quoi. C'est que, c'est ça. mais pour comprendre aussi d'où tu viens, quand tu disais que t'arrivais pas et que tu sentais que même si tu arrivais à faire des pauses, tu reprenais derrière.
en fait, si je comprends bien, c'était pas des phénomènes chez toi où tu te mettais comme une vraie race, comme on dit, où tu Non, tombais complètement par terre. C'était non, plus un c'est pas peu une ça. sorte de, t'avais toujours cette béquille qui était là au moment où t'avais des coups durs, et puis tu te constatais que cette béquille, t'en avais un petit peu marre, mais que t'avais toujours besoin d'y recourir quand même, quoi. C'était un peu ça C'est l'idée. exactement ça, exactement ça. Et en fait, bah, quand, bah, tu le sais, quand on a des responsabilités, quand on monte des boîtes, quand on gère des équipes, des projets, et cetera, on veut tout contrôler. On aime bien, contrôler les choses. Et ça, c'était super frustrant parce que j'arrivais pas. C'est-à-dire que j'avais beau mettre de l'énergie, je n'y arrivais pas. Et là, c'est pour ça que la volonté, ça fonctionne pas, en fait. Parce que la volonté, c'est comme une batterie de téléphone, hein. Le matin, elle est à 100%, et plus tu arrives dans la journée, plus elle baisse. Et puis le soir, bah, tu te dis: «Bah, finalement, je vais boire un coup, quoi». Et ça, c'est à chaque fois. Est-ce qu'il y a, tu disais que ça te ralentissait, tu disais que ça t'embêtait aussi. Parce c'est deux choses différentes aussi. C'est pour ça que je creuse un peu là-dessus, parce que il y a cet orgueil et cette frustration de ne pas pouvoir être au contrôle de quelque chose dont on voudrait être au contrôle. Et puis il y a tout simplement aussi la capacité et cognitive ou autre, et l'impression qu'en fait on rate quelque chose vraiment dans son milieu professionnel ou par rapport à ses activités à cause de l'alcool. Est-ce que lesquels a vraiment joué pour toi? Est-ce que tu as vraiment vu concrètement des choses voilà, des fails, des moments où tu as raté quelque chose, des échecs dus à cette dépendance un petit peu indirecte, enfin de l'alcool, ou est-ce que c'est plus le côté orgueil qui toi pesait en fait? Non. Moi, non, c'est plutôt ma capacité à travailler. C'est-à-dire que, passer, 6 heures, du soir, en fait, il fallait que je boive quelque chose, souvent. Donc, ce qui fait que je pouvais pas travailler le soir, en fait. Parce qu'en fait, je me disais: «Je vais boire une bière», et en fait, je m'arrêtais pas à une bière. J'en buvais deux, trois. Ce qui fait qu'après, même si je me mettais au boulot, bah, c'était naze, quoi. J'y arrivais pas. C'était pas efficace, et je produisais pas correctement. Et puis les soirs où je buvais un peu plus, bah, le lendemain matin, je pouvais pas me lever trop tôt non plus pour travailler parce que j'étais pas efficace, encore une fois. Donc c'est des heures, en fait, des heures de productivité que je perdais. Alors je buvais pas du tout dans la journée, donc c'est une chance aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont dans cette problématique aussi, hein. J'en accompagne. Mais par contre, voilà, passer la fin de journée, je pouvais pas travailler le soir, en fait. Donc j'ai perdu des heures et des heures, ouais, de travail, et donc j'étais moins efficace automatiquement dans mes boîtes. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est intéressant parce que souvent on a le récit de l'alcoolisme, tu sais, un peu ravageur, où finalement c'est tellement évident, c'est tellement visible que bah oui, c'est une vraie dépendance et c'est un vrai problème, mais du coup on prend pas le temps, on perd pas de temps à le tacler, quoi. On dit bon bah c'est ça le vrai responsable. Dans ton cas, c'est plus insinueux que ça, j'ai l'impression, parce que c'est pas quelque chose qui est perçu ou peut être perçu comme étant un problème, parce que socialement on peut boire et enfin, voilà, c'est quand même pas Mmh. mal vu. En tout cas dans certains, enfin, en général, quoi. Et donc c'est autant plus difficile, et c'est peut-être qui fait que t'as perdu aussi, entre guillemets, enfin que t'as pris plus de temps à prendre cette conscience-là et à y remédier. Oui, exactement, exactement, parce que bon, je le cachais, hein, que je buvais, hein, en fait, je le montrais pas, j'en parlais pas spécialement. Et puis après, bah, avec les amis, la famille, bah, on buvait normal, comme tout le monde, quoi, lors des événements. Mais c'est vrai que j'étais pas, voilà, c'est pas l'image de l'alcoolique, qui est dans la rue, et qui marche pas droit, quoi. Ouais, ce qu'il y a, c'est que toi, t'avais une activité aussi où il fallait que tu performes, en fait, parce que t'étais Ouais, chef d'entreprise. Si exactement. t'étais salarié, entre guillemets, t'avais ton 9h, 17h, euh, voilà, c'était pas a priori trop un problème, enfin, entre guillemets, même si c'est jamais bon, mais Ouais, c'est jamais bon. Bon, j'ai été salarié parce que j'ai repris aussi un travail, pendant quelques années, de salarié pour me reposer, parce que ça fait du bien aussi de temps en temps de passer de chef d'entreprise à salarié. Ça fait un break. Et bah, ça, non, c'était pareil, en fait, je me laissais pas aller dans la journée, et mon cerveau avait bien compris qu'il y avait une coupure, et c'était vraiment une récompense pour moi le soir, le fait de décompresser totalement, de m'anesthésier un petit peu, parce que l'alcool, c'est un anesthésiant, hein. tu peux nous raconter justement de ça, enfin, l'étape, en fait, au moment où il y a la prise de conscience par rapport aux ressources que tu as consommées, enfin, aux informations que tu as recueillies, et bah, quand tu l'as mis en application chez toi, et les phases, en fait, où qui t'ont permis de récupérer.
Bah, c'est simple, c'est en fait, c'est un peu comme le film Matrix, je sais pas si tu connais? Une fois que tu as pris la pilule rouge, tu peux plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris ce qu'il y a derrière, c'est plus possible du tout de revenir en arrière. C'est voilà, c'est aujourd'hui, l'alcool pour moi, c'est comme de l'essence si tu veux. C'est ce qu'il y a dans l'essence d'ailleurs, c'est la même chose, sauf qu'il y a pas de parfum, dans l'essence et d'ailleurs dans l'essence, on met des ils mettent des produits dedans pour qu'on n'ait pas envie de le boire justement parce que ça pourrait être dangereux parce que c'est pur. Et donc à partir de là, moi c'était impossible de revenir en arrière. Donc les étapes sont assez simples. J'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai mis quelques garde-fous pour pas replonger. Du style, bah, j'ai enlevé les bouteilles d'alcool que j'avais dans mon frigo, par exemple, pour pas que je les ai en pleine vue. Pendant 2-3 semaines, je suis pas sorti, vraiment. J'ai pas été voir des copains ou des événements. Et puis après, petit à petit, j'ai repris le rythme normal. Et puis je me suis préparé surtout, c'est-à-dire que parce qu'une fois que tu es quelqu'un qui boit et tu deviens quelqu'un qui ne boit plus, bah, faut être prêt à répondre aux interrogations de l'entourage. «Pourquoi tu bois pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade?» Et voilà. Il y a plein de choses à préparer en amont qui fait qu'après on est serein, en fait. Comment tu l'as géré justement toutes ces parties-là? Alors, la partie du coup dépendance, en cachant les bouteilles, c'était suffisant pour toi pour Oui, parce qu'en fait, c'était juste pour pas c'était une peur que j'avais, mais qui était infondée puisque très vite, j'ai remis des bouteilles dans le frigo et dans le placard pour accueillir les amis, la famille et cetera et ça me gênait pas du tout. Comme ça me gêne pas de voir quelqu'un boire, ça pour moi, ça fait rien du tout. Mais par contre, oui, il a fallu, que je me prépare, parce que la première peur que j'avais, c'était: «Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi?» Sur l'ego, hein, toujours, on pense toujours qu'à soi, donc qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce qu'ils vont me trouver, ennuyeux? Est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont penser, en fait? J'avais plein de films dans ma tête. Donc c'est pour ça que je me suis préparé à répondre, en fait, à chaque fois, à chaque situation, ce qui fait que j'avais pas à me poser de questions, j'avais pas à me justifier. t'avais ton pitch déjà par Ah ouais, rapport à j'avais mes pitchs exactement. Ouais, 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 ça ouais. donnait quoi juste si tu en as quelques Bah, du exemples? style, bah non aujourd'hui, ou demain j'ai une grosse journée, par exemple. Donc ça marchait bien. Ou alors non, je vais être à 100% ce soir ou je veux me rappeler de la soirée ou j'avais quelques petites phrases comme ça type suivant les événements. Ce qui fait que ça passait très bien puisque ça très vite en fait tu t'aperçois que les gens pensent plus à ce qu'il y a dans leur verre que ce qu'il y a dans le tien. Donc très vite, bah, tu arrives, tu prends l'eau gazeuse, tu prends du coca ou tu amènes une boisson même qui te plaît. Comme ça, tu es tranquille. Tu es sûr qu'il y a quelque chose et puis ça comme ça tes hôtes se sentent pas gênés s'ils ont que de l'alcool. Donc c'est toujours bon d'amener quelque chose qui soit sans alcool et puis à partir de là, tu es toujours serein, quoi et puis très vite, tu y penses plus. C'est C'est ouais, non, c'est vrai que enfin ça c'est le truc qui pour moi peut-être ça doit être le plus difficile, c'est l'aspect justement social lié à l'aspect physique et là encore une fois on parle de ton cas et je pense qu'il y a des gens qui sont dans le cas beaucoup plus sévère où je pense que biologiquement physiologiquement c'est plus compliqué de sortir de la dépendance, mais il y a aussi cet aspect social et qui pour moi est tout aussi difficile dans le sens où effectivement l'alcool, et on en a parlé en off quand on prépare un peu cet entretien, tu vois, beaucoup voient ça un petit peu comme de l'huile sociale, la vaseline ouais, sociale, tu vois, qui fait ça. que ça permet finalement et là on parle pas de grosse consommation d'alcool, mais ça permet de un petit peu désinhiber, d'être un peu plus à l'aise, pour poser des questions, pour s'intéresser, pour s'ouvrir aussi à d'autres, et du coup, bah comme on est des animaux sociaux et que quand les deux boîtes s'ouvrent, ça crée des liens. C'est dans un environnement encore une fois où on est là pour passer une bonne soirée. C'est vrai que c'est pour moi c'est un petit peu compliqué de dire je vais prendre un coca, tu vois, juste pour casser juste pour casser si tu veux ce rythme, quoi. C'est un petit peu comme si on disait j'aime bien ta soirée mais je vais pas participer, tu vois. Enfin tu vois, dans l'optique c'était un petit peu ça. Donc pour moi c'est vrai que c'est vraiment le truc le plus compliqué peut-être Ah oui, ben c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est reconnu comme étant un lubrifiant social, comme tu le dis, par beaucoup de personnes. Alors qu'en fait, quand tu prends un peu de recul, en fait, tu t'aperçois que souvent, bah, l'anxiété que tu vas enlever grâce à l'alcool, elle veut revenir quelques heures plus tard de façon beaucoup plus importante. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça crée une dépendance, justement. C'est là où ça crée une dépendance parce que très rapidement, ton cerveau va assimiler le plaisir social à l'alcool. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois ensuite,
au bout de quelques fois, tu vas boire justement, ça va être obligatoire de boire pour toi quand tu as un événement social comme ça. Et c'est vrai que c'est pas évident au départ parce que si on est introverti, bah, comme je le suis aussi, ou timide, on se dit: «Bon, ça va m'aider». Mais en fait, ça aide pas vraiment parce que ça m'empêche de travailler sur moi. C'est-à-dire, comme j'ai cette béquille, je vais pas faire l'effort de travailler sur moi, de me sentir plus en confiance par différentes méthodes, hein, de développement personnel, par exemple. Donc je vais laisser ça de côté, donc je m'appuie que sur cette béquille. Et puis ça peut créer aussi des choses, un peu embêtantes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de malentendus. Quand les 2 justement ont bu un coup, il y a des malentendus. Il peut y avoir des altercations, des choses comme ça qui n'auraient jamais eu lieu si les personnes n'avaient pas bu. Et puis en même temps, bah, tu es moins authentique. C'est-à-dire que ta relation est moins authentique. Et qu'est-ce qu'on cherche? Comme tu disais, on est un animal social, on cherche quand même du lien et de l'authenticité et puis quelque chose qui dure et pas que la soirée. Le nombre de fois où on se fait des copains juste pour la soirée et puis le lendemain on s'appelle plus et on se revoit plus et alors qu'on a passé une super soirée, on était les meilleurs amis du monde. Mais mais en fait, tu vois, c'est complètement artificiel. Alors ça demande en effet de prendre du recul et de savoir qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Est-ce qu'on veut juste passer un moment un petit peu, voilà, artificiel pendant quelques heures? Ou est-ce qu'on veut réellement rencontrer des personnes, s'intéresser à elles de façon authentique, se rappeler de la conversation et ensuite avoir une relation sur le long terme? Mais c'est très, non, c'est très juste ce que tu dis. Et je pense que, au final, l'objectif, si tu arrives à atteindre cet objectif d'avoir les mêmes sensations, et avoir le même effet en toi, d'une autre manière qu'avec l'alcool, d'être pour le coup plus confiant, d'être plus ouvert, d'être curieux, euh, et sans l'alcool, c'est un petit peu formidable parce que tu peux l'activer un petit peu à tout moment. Alors que l'alcool, bah, comme tu dis, tu prends, mais avec un peu une sorte de, tu prends une dette derrière, quoi. C'est-à-dire, Ah ok, oui, ouais. je prends- Tu j'achète, mais à empruntes, crédit, ouais. quoi. Voilà. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et c'est vrai que du coup, bah, voilà, tu t'es pas dans l'indépendance, t'es pas complètement indépendant. T'es quand même, tu crées cet événement-là grâce à quelque chose qui est pas toi. Donc. Mais mais est-ce que tu as réussi à le trouver? Peut-être, tu parlais de dev perso. Est-ce que il y a des choses qui t'ont permis peut-être de reconstituer, peut-être pas à 100% d'ailleurs, hein, mais à 80% les sensations et les effets que tu avais quand tu avais l'alcool en milieu Ah oui, social? mais même plus qu'à 100. C'est-à-dire que je me sens vraiment même, bien mieux. C'est-à-dire que là, j'ai des vraies conversations. Je suis tout ce qui se passe dans la soirée, je me rappelle de tout. J'ai une vraie connexion avec les personnes qui m'intéressent. En fait, des fois, on boit parce qu'on sait qu'on va s'ennuyer avec, on va à une soirée et puis en fait, on sait qu'on va s'ennuyer mais par contre, on sait qu'on va pouvoir boire ça va permettre de faire passer tout ça. Et puis, il y a des personnes qu'on n'aime pas et on les supporte quand on boit. Mais là, le fait de pas boire, bah, on va pas les voir tout simplement. Donc en fait, si tu veux, pour moi, la boisson m'a permis et malheureusement m'a permis de supporter des situations que je n'aurais pas dû supporter pendant de longues années. Et donc je vois ça plutôt comme un handicap. J'aurais préféré m'en sortir bien plus tôt et pouvoir prendre des décisions justement peut-être, radicales, mais qui sont mieux pour moi bien plus tôt. Tu peux donner un exemple justement là-dessus? Bah, par exemple, j'ai divorcé au bout de quelques années, mais parce qu'on n'était pas heureux mais s'il n'y avait pas eu l'alcool, j'aurais pu divorcer plus tôt. Parce que j'aurais pris les choses en main, plutôt que d'avoir l'alcool qui me permettait aussi, bah, de m'éloigner un peu d'anesthésier un peu des fois les mauvais moments. C'est un exemple, hein, c'est un peu dur, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le fait qu'on sache qu'on peut se libérer un petit peu, s'échapper un petit peu, bah, on supporte. On supporte beaucoup de choses. Ouais. Et ce support-là, il t'empêche de prendre la décision dont C'est tu as ça, besoin, fondamentalement, en fait. exactement. C'est exactement ça. Tu, tu as aussi des effets d'un point de vue physique qui sont apparus après avoir arrêté l'alcool ou Ah oui, oui, ça a été, alors déjà les premiers jours, bon, tu dors un peu mal parce que ton cerveau il est un peu en vrac, il a du mal à comprendre ce qui se passe. Mais après par contre, bah, déjà tu dors beaucoup mieux parce que pendant de longues années, moi j'ai cru que boire me permettait de mieux dormir. C'est complètement stupide, mais je l'ai cru, je te jure, pendant des années. Parce que je m'endormais très vite, parce que l'alcool ça t'endort très vite. Mais après, au bout de quelques heures, ton cerveau, bah, à force de combattre l'alcool
beh, il envoie tout ce qu'il faut et après tu es réveillé à 2 heures du matin, tu es réveillé, tu arrives plus à dormir. Donc moi, ça me faisait ça et ça le fait souvent. Donc j'ai meilleur sommeil, beaucoup plus d'énergie automatiquement, une confiance en moi qui a été, décuplée. Franchement, ça a été énorme parce que j'avais réussi à arrêter et 2, bah, je faisais ce que je voulais, je me sentais libre en fait. Parce que tu as pas à te poser de questions, si tu vas boire quelque chose ou pas, si tu veux. Ça alors j'ai du mal à l'expliquer, mais si tu vas en vacances ou si tu vas quelque part, quand tu aimes bien boire comme ça, bah, tu te demandes tu prévois en fait, de telle façon pour que tu puisses boire et si tu fais de la route, bah, tu prévois ou de dormir sur place ou de te faire accompagner ou, ça demande, une organisation quand même parce que tu vas pas conduire, moi j'ai jamais conduit en étant sous l'emprise de l'alcool parce que c'est quelque chose ça c'est pas possible. Donc il fallait que je m'organise et donc bah, ça te crée aussi des barrières. Donc je te disais donc meilleur sommeil, donc liberté, perte de poids. J'ai perdu quelques kilos parce que malgré tout, bah, l'alcool, c'est des calories vides, hein, c'est ce qu'on appelle des calories vides. C'est-à-dire que c'est les calories que tu vas utiliser ton corps utilise tout de suite, mais il y a pas de nutriments dedans, il y a rien d'intéressant, il y a pas de vitamines, il y a rien du tout. Donc par contre, il va les utiliser tout de suite et tout ce que tu as mangé à côté, il va pas l'utiliser, il va le stocker. En fait, c'est pas les calories de l'alcool que ton corps stocke, c'est les calories de tout ce que tu as consommé à côté. Donc perte de poids, donc automatiquement, je me sentais mieux et puis voilà, la pêche, donc ça et puis une capacité de travail qui a complètement changé. C'est-à-dire que je me suis remis au sport, donc ça, extra. J'ai commencé à me lever beaucoup plus tôt le matin, donc parce que ne buvant peu le plus soir, bah, je dormais bien, donc maintenant je me lève à 5h30 tous les matins sans problème et donc je suis super efficace parce que ma journée elle envoie du bois quoi. Ça a rien à voir. Tout ça, cette transformation, tu dirais que tu l'as opérée en combien de temps, tu dis? Bah, en moins d'un mois, ça a duré moins d'un mois. C'est quand même vachement, c'est quand même drôlement, rapide. Ah oui, parce que le corps en fait, le corps réagit bien. Alors plus tu avances en âge, plus ça prend du temps, mais le corps réagit vraiment bien. C'est-à-dire par exemple ton foie en quelques semaines, il redevient, comme avant, hein, et puis, l'alcool et tu l'évacues quand même assez rapidement. En 24 heures, tu as évacué en fait tout l'alcool que tu as bu. Donc après, bah, ton sang se régénère aussi et puis le fait que tu dormes mieux, ça change énormément de choses. Donc Ouais, c'est pas à partir forcément de tant l'alcool qui, enfin, voilà, le fait de plus prendre d'alcool qui t'aide, c'est le fait que de plus prendre d'alcool, ça libère d'autres cycles qui sont bénéfiques, tels que c'est ça, le sommeil. exactement et puis tu crées des nouvelles habitudes. Donc créer des nouvelles habitudes positives. Puisque ce que j'explique souvent, c'est que si on enlève quelque chose, enlever l'alcool, d'accord, mais en fait, il faut plus rajouter quelque chose. Donc, il faut rajouter du sport, il faut rajouter, bah, une meilleure alimentation, il faut rajouter, bah, de la méditation, des choses comme ça, enfin des choses qui te font plaisir, en fait. Parce que souvent on dit: «Bah, arrête l'alcool», mais ça suffit pas. Mmh. Parce qu'on se prive de quelque chose. Mais quand on comprend que l'alcool n'apporte rien et que c'est pas un plaisir, à ce moment-là, on peut remplacer par autre chose qui est un plaisir. Tu me disais que tu accompagnais aussi des gens, qui sont dans ce type de dépendance ou d'addiction, notamment, alors je sais plus le nom de l'association que tu m'avais dit, c'était Entraide addict, Entraide entraide Addict, addict. voilà. Tu as dû voir, j'imagine, plein de différents profils de personnes qui sont dans la détresse aussi par rapport à ce problème-là, qui sont peut-être même dans des cas différents du tien. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais faire comme lien de cause, de communalité entre ta situation et les gens que tu as vus, que tu accompagnes? En fait, quelles sont les situations peut-être les plus difficiles que tu as vues auprès de certaines personnes qui font que toi tu y es arrivé, mais pour d'autres c'est plus compliqué? Est-ce qu'il y a aussi des choses différentes dans la façon de tacler ça, d'attaquer ce problème-là, selon les profils? Elle est ton analyse par rapport à ça? Alors mon analyse, oui, c'est vrai que j'accompagne, des personnes notamment dans des groupes de parole, donc des personnes qui avec des profils très variés. C'est vraiment l'alcool, ça touche, mais vraiment tout type de personnes. Il y a pas de sélection, en fait
Et il y a des personnes en effet qui sont en très grande détresse, hein, parce que ça va très loin. On peut perdre la garde de ses enfants, on peut perdre son boulot, on peut, on ruine sa santé, dans les cas extrêmes. Mais ce que j'ai vu, en tout cas, dans les groupes de parole, c'est pour ça que j'ai réfléchi un petit peu à ma nouvelle activité, c'est que, il y a pas de chef d'entreprise et il y a très peu de cadres ou de managers ou de personnes à responsabilité. Alors pourquoi? J'ai analysé un petit peu ça avec d'autres personnes que j'accompagne. C'est que, 1, on veut pas être vu parce qu'il y a quand même cette honte, cette culpabilité et aller à un groupe de parole, c'est s'exposer quand même, aux autres et puis la peur d'être reconnu. Et puis le fait aussi que, quand on a des métiers à responsabilité, on n'a pas de temps et souvent on ne consacre pas de temps pour soi. C'est-à-dire on s'occupe de tout, de la famille, du boulot et cetera, de l'entreprise, mais soi-même on s'oublie. Donc on va pas prendre du temps pour soi. Donc c'est pour ça que, dans les groupes de parole, voilà, on ne voit pas d'entrepreneurs. Oui, ça c'est, tu l'as noté toi, parce que Ah tu oui, cherchais ouais, peut-être des gens un petit peu dans ton cas et tu c'est dis, mais ils ça. sont où, Ouais, quoi? ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Et je les ai trouvés ailleurs, mais sur LinkedIn ou sur des réseaux, dans des réseaux d'affaires, mais pas dans les groupes de parole. Et dans cette tranche de population, justement, d'entrepreneurs, des gens qui ont un peu plus de pression, ça va de quoi à quoi en termes de range de pathologies, liées à l'alcool, en fait? La pathologie, en fait, elle s'arrête à un moment, c'est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à contrôler la chose, c'est-à-dire qu'on se met pas, on boit pas toute la journée, quoi. Parce qu'on a des responsabilités, il y a des boîtes à faire tourner, donc mais par contre, c'est un handicap, c'est un frein, c'est un boulet et très vite, ça devient très difficile à gérer, hein. Et puis il y a des personnes qui vont, qui vont jusqu'à, divorcer, à cause de l'alcool, hein. À cause de l'alcool ou perdre leur entreprise parce qu'elles sont pas assez, performantes, hein. C'est comme je disais, en fait, quand tu bois, un petit problème devient un problème énorme et en fait, tu arrives pas à le gérer, tu le laisses de côté et puis les problèmes s'accumulent et au lieu de les traiter les uns après les autres, ils deviennent tellement énormes que ça peut devenir très problématique, quoi. Ce qui a l'effet, j'ai l'impression, inverse de ce pourquoi on cherche l'alcool, justement, de minimiser le problème qu'on peut avoir. Et c'est vrai que sur certains aspects, où quand tu démarres, quand tu commences à boire un verre, et que tu regardes le problème que tu avais vu 10 minutes plus tôt, enfin, c'était peut-être arrivé, tu le minimises quand même, tu le vois beaucoup Ouais, plus, avec beaucoup plus de légèreté. c'est ça. Donc tu le laisses de côté. Et puis chaque jour qui passe, ce problème qui était petit au départ, parce que tu l'as pas adressé, parce que t'as pas travaillé dessus, il va grossir, grossir, grossir. Et puis, il y a ce moment où tu te sens incapable de le gérer, quoi. Dans les groupes de parole, on accompagne des gens, ils reçoivent des factures, ils les cachent. Ils les cachent dans la maison pour pas les voir. Et puis quand les huissiers arrivent, voilà, Ils sont quand problème. même là, hein. Bah Et voilà, donc des petits problèmes, qu'ils n'arrivent pas à gérer, qu'ils ne veulent pas gérer, deviennent ensuite des situations, inextricables. Mais je me fais un peu le contradicteur de ce point-là, parce que il y a des moments aussi où moi, quand j'ai un problème et que je prends de l'alcool, mais en général c'est qu'il est tard effectivement, et que je vais revoir ce problème-là, c'est pas que je vais forcément le cacher, mais je vais possiblement me dire, ah mais j'avais pas vu, il y a peut-être une solution. Enfin, je vais être beaucoup plus optimiste et positif dans les recherches de solutions. Donc ça ferait plutôt un côté positif que j'attribue à la prise d'alcool. Est-ce que ça, tu penses que c'est aussi une illusion? Ah tu connais la réponse. Oui, parce qu'en fait, on pense que l'alcool nous rend plus créatifs, Hmm. mais en effet, ça peut nous rendre aussi plus optimistes, mais ça dépend aussi des caractères des personnes, hein. Tu le sais, des fois on dit: «Il a l'alcool, mauvais, l'alcool triste, l'alcool joyeux», donc ça dépend aussi du caractère des personnes. Mais je suis pas sûr que les idées qu'on a quand on a bu soient meilleures que celles quand on n'a pas bu. Ouais, non, mais je pense, enfin, je sais pas si j'ai la solution, mais je fais un peu un parallèle à quand tu vas courir aussi. Moi, j'appelle ça un peu la boîte Ah, à idées quand je pars à ah, courir à carrément. pied. Ah oui, ouais. Ça explose dans ma tête et j'ai du mal à prendre des notes de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est aussi, enfin, c'est un petit peu l'équivalent de ce que dont je te parlais là, en fait, la prise d'alcool. Sauf que la prise d'alcool, c'est plus beaucoup plus paresseux et puis c'est simple. On prend un truc et c'est fait. Mais ouais, effectivement, on peut le recréer. J'ai l'impression que c'est un peu ça peut-être la réponse, quoi.
Ah ouais, tu as raison, les endorphines qu'on génère quand on court, c'est sûr que ça donne, puis en plus, tu donnes de l'oxygène à ton cerveau, hein, donc faut pas se leurrer, c'est très bon pour réfléchir, hein. Dès que tu fais du sport, ça aide. Dans les gens que tu accompagnes, parce que toi, ton cas était assez rapide, en tout cas d'y remédier, tu disais en un mois, tu arrivais à complètement arrêter. Tu t'accompagnes des gens pour qui c'est plus long. Est-ce que comment dire, tu suggères plutôt justement de vraiment couper de façon dure, quitte à prendre quelques jours hors de son travail pour pouvoir faire face à un peu tu vois, se désinhiber de ce problème-là, ou est-ce que tu penses qu'une solution par progressive, c'est-à-dire bon, je prends qu'un verre par semaine et puis après un demi-verre, enfin n'importe quoi, mais comment tu vois cette approche-là? Alors je vais être clivant, c'est-à-dire que pour moi, on peut pas contrôler sa consommation d'alcool, pour les personnes qui ont des problèmes d'alcool, hein, j'entends, hein, avec la modération, ça fonctionne pas. Il faut s'arrêter totalement. Pour la simple et bonne raison que si tu te dis: «OK, ce soir, je bois qu'un verre», déjà, tu vas lutter, tu vas avoir, et tu vas utiliser la volonté, cette volonté dont je te parlais, et puis tu vas te poser la question. Donc si tu es en forme et si tu as la motivation, tu vas pas boire, mais si tu es pas en forme, tu risques de boire. Alors que là, quand tu dis: «Je ne bois pas», il y a pas de question à se poser, il y a pas de doute, en fait. Il y a pas d'interrogation, il y a pas de combat intérieur. C'est-à-dire, tu viens à tel endroit, à telle soirée ou avec des amis ou chez toi, tu bois pas. Donc il y a plus de débat intérieur, et donc c'est beaucoup plus, facile, d'une part, tu t'épuises moins à débattre avec toi-même, et donc tu as plus de chances de réussir. En fait, tes études, elles le montrent, hein. Les personnes qui veulent arrêter, elles ont 60 de plus de chances de rechuter quand elles utilisent la modération. Et de la même manière, est-ce que le fait de ouais, une fois que t'as arrêté de reprendre une fois comme ça pour une occasion spéciale, c'est pas quelque chose aussi que... Alors, tu vois, j'ai été tenté des fois, et j'ai même, avec la pression sociale, j'ai même trempé les lèvres pour goûter parce que voilà, c'était une occasion, des choses comme ça, et en fait, ça me dégoûte, en fait. Il y a des exemples qui sont utilisés, par exemple, celui de l'eau de javel. Si on te disait, voilà, «Est-ce que tu boirais juste un petit peu d'eau de javel?» Bah, tu dirais non. Mais si on te disait: «Bah, je vais mettre du coca dessus», comme ça, tu auras, comme on fait avec le whisky, par exemple. «Est-ce que tu le boirais?» Non, tu le boirais pas parce que c'est du poison, et en fait, l'alcool, c'est du poison, sauf que dans notre culture, bah, c'est accepté. Mais en fait, quand tu sais que c'est du poison et comme tu le vois comme ça, tu peux plus le boire, donc je peux même pas, quoi. En fait, c'est impossible parce qu'en fait, même le goût de l'alcool, en fait, on dit: «J'aime le goût», mais en fait, c'est pas le goût de l'alcool. L'alcool, c'est un poison, si tu bois pur, tu meurs tout de suite, hein. Tu bois une bouteille d'alcool pur, tu meurs parce que ton corps c'est mort, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas bon, et pourquoi c'est pas bon? Parce que ton corps veut pas que tu le boives, donc il considère que c'est un poison, donc il veut que tu le rejettes. C'est pour ça qu'au début, bah, tu vomis quand tu bois, quand tu es jeune et que tu commences à boire, tu as des nausées, enfin, tu supportes pas, quoi. Donc en fait, c'est un poison. À partir de là, bah, tu vas pas je vais pas boire du poison. Donc en fait, le goût, quand on parlait du goût, je reviens, on dit dès le départ, c'est tout ce que tu mets autour. C'est-à-dire quand tu as une bière, bah, c'est tous les arômes qui ont été mis dedans. Le whisky, c'est pareil. Il a été mis dans des fûts, il y a des arômes, il y a des choses qui ont été rajoutées, et c'est ça que tu aimes. Mais c'est pas le goût de l'alcool lui-même, non, il y a pas c'est pas ça. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le goût, donc ils vont passer sur des produits sans alcool, et maintenant il y en a de plus en plus, hein, qui sont vraiment, très, très bons. Tu vas quand même te confronter France, pays du vin, Ah oui! c'est Ah bah impossible. ça. Je veux dire, c'est là t'es d'accord que le goût et toute comment la façon dont le vin est fabriqué, tu peux pas le recréer ailleurs que dans le vin. Ah non, mais le vin, en plus, c'est pas que le goût, il y a toute une histoire, il y a tout un c'est un univers. C'est-à-dire que le vin, c'est-à-dire que c'est une expérience complète. C'est pas juste quelque chose que tu bois. Et est-ce que tu peux être voilà, ne pas boire de vin, enfin ne pas boire d'alcool tout en étant dans ce milieu-là? Impossible. Ah, moi, ça me pose aucun problème. Ok. J'ai beaucoup d'amis qui boivent, ma compagne boit de temps en temps, ça me pose aucun problème. Je suis pas là pour dire aux gens: «Faut pas boire», en fait, c'est pas ça. Moi, j'aide les personnes qui sentent qu'elles ont un problème avec l'alcool à arrêter totalement et à se libérer. Je Ok. suis pas là pour interdire, aux gens de boire, absolument pas, et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose aussi où il faut faire attention parce qu'il y a
j'ai eu des fois quelques expériences où les gens osaient pas en fait, osaient pas m'inviter, mais elles savaient pas trop comment réagir quoi. C'est-à-dire, est-ce que je lui propose à boire? Est-ce que je lui propose pas à boire? Est-ce que si on boit devant lui, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être tenté? Est-ce qu'il va mal le vivre? Est-ce que c'est heu, donc il faut expliquer aux gens en fait que voilà, si on n'aime pas, on n'aime pas, hein. Si t'aimes pas le poisson, bah voilà, tu peux voir des gens manger du poisson, ça change rien. Tu peux pas leur dire: «Faut pas manger de poisson». Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu comme ouais, c'est comme quand tu décides de changer de style ou de coiffure ou quoi, tu deviens voilà, tu t'imposes cette nouvelle image, l'homme au chapeau ou moi j'aime bien porter des Santiago aux pieds. Bah ouais, ouais, ouais. Tu te crées finalement cette image que les gens assimilent comme toi tu es unique, tu es toi, et si tu arrives à le caler dans quelque chose qui en plus correspond à ta façon de vivre et qui est pour ton cas en tout cas, et que tu prends plus d'alcool, bah t'as un peu tout gagné. Mais je crois c'est vrai que les gens enfin, par rapport, ouais, ils veulent mettre une étiquette quoi. Donc il faut que tu leur proposes l'étiquette. Ah oui, bah, oui, c'est bizarre avec l'alcool parce qu'en fait, il y a ce terme d'alcoolique en fait qui veut tout et rien dire parce que on imagine alcoolique, voilà, la personne en effet qui titube dans la rue, qui boit toute la journée, et cetera. Et en fait, ce terme en fait, il existe que pour l'alcool en fait. Quelqu'un qui a pris de la cocaïne ou qui a pris de l'héroïne, une fois qu'il a arrêté, voilà, c'est plus il y a plus de terme en fait. Tu vois? Alors que alcool, bah, on peut dire il est alcoolique toute sa vie alors qu'il a arrêté de boire il y a 30 ans. Ouais, Donc bien sûr. c'est Ouais. des images, c'est des étiquettes qu'on met sur les gens et c'est vrai qu'il faut arriver à sortir de ça, quoi. Hommes et femmes, tu vois une différence aussi dans cette problématique-là? Il y a des différences en effet, il y a des différences. Déjà la femme est plus fragile par rapport à l'alcool, donc souvent les effets négatifs, les maladies et cetera sont bien plus importantes chez la femme malheureusement. Ça c'est une chose. Après, je le vois dans les groupes de parole, on a de plus en plus de femmes, même, dans certains, c'est une majorité de femmes. Alors, je n'arrive pas encore à déterminer si c'est parce elles se prennent plus en main et qu'elles veulent justement, faire quelque chose ou c'est parce qu'il y a plus de femmes qui boivent, donc ça, je ne sais pas encore. En tout cas, il y a de plus en plus de femmes, oui. Donc tu dis que physiquement, enfin voilà. Physiologiquement, oui, oui, par exemple, pour les cancers, elles ont 2 ou 3 fois plus de chances d'avoir un cancer qu'un homme, pour la même, quantité d'alcool. Et ouais, et tu dis que c'est plus, ouais, c'est plus voyant aussi, c'est plus, enfin, C'est les plus effets voyant sont plus aussi, rapides. ouais, ouais. Hmm. Ouais, en plus, elles ont des gabarits plus petits, donc elles assimilent moins vite. Ouais, il y a plein de raisons, qui font que c'est quand même plus dangereux pour elles, ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est pas évident parce qu'en fait, quand tu regardes les séries, les films, enfin partout, en fait, les femmes qui ont du pouvoir, quand tu regardes dans les séries, notamment, bah, elles boivent toutes un coup, le soir, quoi. Si tu regardes bien. Parce que quand tu arrêtes de boire, en fait, tu remarques tout ça. Et en fait, il a façon que dans les films et dans les séries, ça picole, mais grave, hein. C'est Ouais, énorme. ouais. Et puis il faut reconstruire derrière parce que voilà, le succès, c'est la bouteille de champagne. C'est Donc ça. Mmh. faut pas, enfin il faut pas se priver de ces moments, on va dire de de signes extérieurs de richesse, de succès, et puis voilà, de célébrer en fait. Le mot, enfin c'est tellement lié célébration avec l'alcool que je comprends que c'est compliqué de recréer ces moments-là sans l'élément principal, quoi. Ouais, c'est tout à fait. Après, moi, ça m'empêche pas, je te dis, d'acheter une bouteille de champagne pour célébrer quelque chose, parce que je sais que ça fait plaisir. Donc, Ouais, ouais, bien sûr. Ah, c'est même, marrant. même si moi, j'en profite pas. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ne boivent pas d'alcool, hein. C'est vraiment une tendance. Alors, on la voit dans les pays anglo-saxons, mais en France, ça commence. Ouais, je le sens aussi un petit peu, ouais, auprès des très jeunes. Bon, juste pour rester sur les femmes, est-ce qu'il y a des techniques particulières pour elles qui sont, enfin, des choses qui sont peut-être plus, qui pourraient les aider plus que pour les hommes en fait. Toi, tu disais par exemple, voilà, j'arrive à créer cette nouvelle personnalité où enfin, alors c'est un petit peu ce pitch qui permet de dire facilement, moi, je suis avec vous 100%, mais justement c'est pour ça que je prends pas d'alcool. Est-ce que pour les femmes, peut-être d'un point de vue social, il y a peut-être des différences Ah bah, il y a une différence majeure. C'est qu'on leur pose tout de suite la même question. C'est, t'es enceinte? ouais. Ça, c'est quelque chose, c'est à chaque fois, quoi. Donc, bah, comme je l'ai fait, c'est il faut préparer des réponses déjà,
toutes prêtes, mais elles auront droit à cette question. Nous, Elles on peuvent, tu évite ça. penses, dire oui juste pour pour se libérer du truc? Attends, t'étais enceinte il y a déjà 1 an, quoi. Ouais. D'accord. Donc ouais, préparer des trucs, c'est ça, tu dirais en fait, de préparer les trucs pour pas être pris au dépourvu, parce que c'est là qu'on n'est pas Oui, parce qu'on très à l'aise. s'inquiète en fait. En fait, on se fait des films, on s'inquiète, on se demande comment on va être perçu. Moi, en tout cas, c'était ma première peur. Et je vois les personnes autour de moi que j'accompagne, c'est aussi une peur importante. La peur d'être mal perçu et d'être perçu comme quelqu'un de chiant ou d'ennuyeux, quoi. On parlait beaucoup d'alcool, mais est-ce qu'il y a d'autres types de substances addictives qui sont pour lesquelles en fait les méthodes sont peut-être pas les mêmes, ou qui sont peut-être plus compliquées ou moins compliquées? Comment tu vois les autres types d'addictions? Alors moi, je connais particulièrement bien l'alcool, la cigarette parce que bon, j'ai pas fumé, mais je connais des personnes autour de moi qui ont arrêté. Et dans l'association, on a toutes sortes d'addictions. Donc l'alcool et la cigarette sont assez similaires en termes de mécanisme d'addiction. La cocaïne et l'héroïne aussi s'en rapprochent, et puis toutes les drogues. Mais après, ce qui joue beaucoup, c'est l'environnement. Donc ça va jouer aussi. Mais sinon, non, il y a pas de. C'est souvent la même méthode en fait, de comprendre comment le produit agit sur ton cerveau et ton corps. Et à partir de là, tu peux te mettre dans une situation où déjà, tu évites d'en prendre. Et puis en comprenant ce qui se passe, t'as plus envie d'en prendre. Et l'environnement joue un grand rôle, ouais. Ouais, l'environnement joue un grand rôle. D'ailleurs, tu t'en aperçois quand tu arrêtes de boire, par exemple. Tu vas faire le tri autour de toi, hein. Parce qu'il y a des personnes que tu ne voyais que pour boire, tu t'aperçois. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Ton cercle doit changer, quoi. Ah oui, ton cercle change. Ouais, ouais. Et après, tu te dis que c'est pour le meilleur, hein, parce que tu regrettes pas. Je connais personne qui a regretté ça. Les gens que tu accompagnes, du coup, en termes de transformation, du coup, c'était pas 1 mois, c'était peut-être un peu plus long. Tout ont réussi. Il y a eu des échecs. Comment tu vois le premier bilan des gens que tu accompagnes? Ah il y a les deux, en effet. Souvent, c'est rapide. Souvent, c'est très rapide. Des fois, c'est un peu plus long parce que, à cause de l'environnement. Ça peut être un conjoint qui boit, ça peut être un environnement de travail qui influe là-dessus. Et puis il y a des personnes qui ne l'ont pas fait pour elles en fait, qui ont fait la démarche pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si tu veux reprendre le contrôle donc sur ta consommation d'alcool ou arrêter de boire, pour ton conjoint, pour tes enfants, pour ton patron, ou parce que c'est la loi qui t'a dit que pour avoir ton permis, il fallait que tu ne bois plus, faut plus boire. Et à ce moment-là, tu auras beaucoup moins de chances de réussir. Il faut vraiment que tu le fasses pour toi. Donc les personnes qui ne le font pas pour elles, c'est un peu plus compliqué. Il y a des rechutes. Est-ce qu'il y a une idée reçue, ou peut-être une chose auquel on n'a pas encore et qu'on n'a pas encore évoqué sur ce sujet, que tu trouves important d'évoquer? La volonté, on en a parlé. Ça c'est, on ne peut pas arrêter avec la volonté en fait. Et pourquoi les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, enfin les cadres, les managers ont parfois ce problème d'alcool, c'est parce qu'ils ont beaucoup de volonté. Et donc ils mettent autant de volonté dans leur addiction que dans les bonnes choses. Mais sinon, les idées reçues, il y en a plein des idées reçues. On a parlé du lubrifiant social. On peut dire que ça donne du courage aussi de boire. En fait, ça donne pas vraiment du courage, ça enlève juste les garde-fous, c'est-à-dire que ça désinhibe. Dans ce qui fait qu'on fait des trucs complètement loufoques ou dangereux, puisque notre cerveau, il y a plus de barrière, quoi. Donc ça, c'est une autre idée reçue, hein, ça donne du courage. La créativité, on en a parlé. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Il y en a pas qui me viennent à l'esprit à l'instant, mais il y en a beaucoup. Est-ce que ça rend plus séduisant? Je crois pas. Plus marrant? Peut-être, si on fait le clown. Non, mais je pense que on a effectivement couvert pas mal le spectre de tout ce qui est autour, et c'est intéressant juste ta dernière intervention sur, enfin, ta pensée sur pourquoi en fait toi tu vas voir les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, sur le fait qu'elles ont cette capacité à rentrer vraiment profond dans l'addiction et aller à fond là-dedans, parce que justement c'est des gens déterminés, et justement, en fait c'est contre-intuitif, mais d'accord.
C'est exactement ça. Parfait. Est-ce qu'il y a, quelles sont les ressources que tu pourrais conseiller aux personnes qui veulent aller plus loin justement dans la prise de conscience de peut-être le problème qu'ils n'auraient pas pensé comme étant un problème et des façons de s'en sortir? Bah, bon, bah, à part mon blog, ma chaîne YouTube, et cetera, il y a des livres qui sont très bien que je recommande. Bon, il y a la méthode simple pour arrêter de boire ou de consommer de l'alcool, je sais plus, d'Allen Carr. Donc ça, c'est très bien, ça se trouve sur Amazon, ça se trouve partout. Et t'as aussi le livre, L'alcool expliqué de William Porter, donc qui existe, qui a été traduit. Donc ça, il se trouve aussi, on peut le commander. En librairie, c'est plus dur à trouver. Ça, c'est des livres, par exemple, qui sont assez simples à lire et qui expliquent bien comment l'alcool, fonctionne et tout ce que je viens de te dire, en fait. Donc pour les personnes qui aiment lire, ça peut être un plus. Après, voilà, moi, j'accompagne souvent des personnes qui n'aiment pas lire. Comme ça, c'est clair. Si tu veux, Donc je suis là pour les accompagner et pour faire en sorte que ça fonctionne, mais parce que c'est pas toujours. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que beaucoup de mon public, hein, les cadres, les entrepreneurs, et cetera, ils prennent pas du temps pour eux. Donc la lecture, ça en fait partie, c'est-à-dire se poser sur un livre qui va leur faire du bien, qui va les aider. Bah, ils ont du mal parce que pendant ce temps-là, ils vont pas travailler sur leur business, ils vont pas trouver des clients, ils vont peut-être pas aller au match de foot de leur fils. Donc ils ont un planning tellement chargé que prendre la décision de se poser, d'aller chercher le livre, de le prendre et de le lire. Et c'est pas des livres qui te permettent de t'évader, hein, c'est pas du loisir, hein. C'est-à-dire que quand tu te mets dedans, c'est un peu, voilà, faut y aller, quoi. C'est un peu anxiogène. Et ben souvent, ils peuvent pas s'y mettre, quoi. Ça fonctionne pas. Ouais, c'est sûr. Le gain, tu le vois que après le coup, et sur le coup, t'as une prise de tête, du temps passé sur ça. Donc faut Voilà. vraiment, Et souvent, et ouais. voilà, il faut passer le cap, hein. C'est déjà une grosse décision de faire ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses aussi peut-être pour les autres types d'addictions, des gens qui se disent peut-être, voilà, moi c'est pas forcément l'alcool, mais je sens, ce qu'on vient de dire fait un peu écho à eux, à leur situation. Il y a d'autres vers qui ou tu Il y a, pourrais les il y a tourner? beaucoup d'associations. Bon, Entraide Addict, c'en est une, mais il y a beaucoup d'associations. Donc ça, c'est intéressant parce que de pouvoir en parler avec des personnes qui ont vécu ce qu'ils ont vécu. C'est ça qui est intéressant dans les groupes de parole. C'est-à-dire que les personnes qui viennent nous voir, on a déjà vécu la même chose. On était dans leur basket. Donc il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de pression. L'ego n'est plus là. C'est-à-dire que, on est là pour écouter et pour accompagner. Donc, oui, les groupes de parole, c'est intéressant. Après, quand c'est des cas vraiment graves, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un addictologue. Faut pas s'en passer, hein. Le problème souvent, c'est qu'il y a des délais. Des fois, il faut 6 mois, 1 an avant d'avoir un rendez-vous. Mais bon, c'est pour ça, passer par une association, déjà, ça fait une première étape. Et tu confirmes l'association, on peut y aller même si on préçoit simplement le début Ah oui. peut-être d'un pattern, etc. Mais que c'est pas genre quand c'est, voilà, on peut y aller avant, quoi, assez tôt, quoi. Ah, le mieux, c'est dès qu'on se pose la question, de toute façon, alors ça, c'est simple, hein. Dès que tu te poses la question, c'est que généralement, tu as besoin d'adresser le problème et de résoudre ce problème. Parce que sinon, tu te poses pas de questions, quoi. Mais faut pas hésiter, ouais. Au pire, tu passes un moment avec des gens qui vont t'inspirer d'une manière ou d'une Voilà. autre, et puis voilà, quoi. Et oui, parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent, t'es pas obligé de parler, hein. Tu viens et tu écoutes, tu viens alors que tu veux, tu repars alors que tu veux. Il y a pas de contrainte, il y a vraiment zéro pression. Il y a des personnes qui vont venir 10 fois sans parler, puis un jour, elles auront envie de parler, tout simplement. C'est pas comme à la télé où tu vois les alcooliques anonymes, tu sais, qui sont en cercle et bonjour, bonjour Pierre. C'est ça. Non, c'est l'image qu'on a, en fait. Donc ça peut faire un peu peur, hein, mais pas du tout. On est dans une salle avec des tables et tout, et puis on discute comme on discuterait, voilà, on boit du café, des jus de fruits, enfin voilà, on discute, on organise des événements, on va au bowling, on va au resto, on fait des barbecues, enfin il y a plein de trucs. C'est pas, voilà, il y a pas de pression, il y a pas de jugement surtout. Et on a l'impression, aussi encore une fois de l'extérieur, que c'est peut-être un univers un peu glauque. Tu confirmes que ça a bien Ah non, changé ou que ça a jamais c'est été tout le cas, ouais? l'inverse. Non, il y a OK. tout l'inverse parce que déjà il y a cette mixité, donc il y a des personnes qui vont avoir un tout petit problème et puis d'autres, qui ont fait, moi j'en connais qui ont fait 40 cures de désintoxication. Donc tu as tous les extrêmes. Il y a des personnes qui n'en ont pas fait, il y a des personnes qui pensent qu'elles ont un problème
Il y a des fois des personnes qui viennent de l'entourage aussi, pour comprendre un petit peu ce qui se passe pour la personne qui est dans leur entourage qui a ce genre de problème. Donc il y a un peu de tout. Donc et puis les personnes qui viennent là, c'est vraiment pour s'ouvrir, c'est-à-dire, parce qu'elles se sentent comprises. Donc c'est pas du tout une ambiance, non, c'est pas glauque, heureusement. Heureusement. Super. Et pour te joindre, c'est quoi le meilleur canal? T'as Instagram, bien sûr, et LinkedIn. Donc je suis sur LinkedIn, Sylvain Rouget. On me trouve facilement et je réponds rapidement. On mettra ça dans les notes comme ça. Super. Se sentent inspirés pour que tu les aides un peu justement dans ce chemin. Mais c'est cool. Merci beaucoup de t'être ouvert à nous et pour expliquer un peu cet univers qui est effectivement assez confidentiel quand même, pas aussi connu qu'il devrait. Oui. Donc merci à toi. Merci pour toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut, Sylvain. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, cours tout de suite écoutez l'épisode 176 avec Dr Catherine Tamarindi sur le rôle de l'alimentation dans la longévité. Un sujet passionnant, tu vas adorer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!